Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre grand magazine Show Diplomatique qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Al Kitenge, stratège et analyste économique. Avec lui sur ce plateau, nous allons parler de la diplomatie, mais cette fois-ci une diplomatie comme instrument de développement socio-économique pour la République démocratique du Congo. Merci pour la fidélité que vous accordez à votre programme. Madame, bonsoir. Comment vous vous sentez? C'est pour la première fois sur notre plateau. 5 sur 5 pour cette année, oui. Merci. Nous allons parler de la diplomatie comme instrument de développement. Vous êtes stratège et analyste économique. Comment voyez-vous la diplomatie congolaise comme instrument de développement socio-économique pour la République démocratique du Congo? D'abord, madame, la diplomatie tout court est l'art pour un pays à exercer l'influence. Lorsque vous allez dans un poste diplomatique, il y a un certain nombre de postes qui ne ratent pas. Le premier poste que vous trouvez dedans, c'est un poste de renseignement. Ça veut dire en fait de la surveillance de l'état dans lequel vous êtes. Pour deux raisons. La première, vous devez comprendre l'environnement dans lequel vous êtes, mais également être en mesure de vendre la bonne expérience de ce pays à votre propre pays. Le deuxième service que vous avez, c'est ce qu'on appelle le service culturel. En général, c'est pour montrer aux gens la nature et l'espèce de personnes que vous avez back home, comme on dit en anglais. Ça veut dire qu'en réalité, une manière de montrer aux gens comment vous vivez chez vous. C'est une espèce d'ouverture sur l'attractivité du pays. Et puis finalement, il y a la chose la plus importante, c'est les questions économiques. Elles viennent même avant les questions politiques. C'est quel est l'intérêt que vous avez dans ce pays, comment pouvez-vous attirer les meilleurs d'entre les opérateurs économiques de ce pays vers votre pays pour être en mesure d'assurer des échanges commerciaux et économiques. Et je crois simplement qu'un pays comme le nôtre, pour autant que nous sommes dotés d'une grande réserve de nature à pouvoir exercer une économie positive, pour autant que nous avons besoin d'un savoir-faire qui se trouve à travers le monde et pour autant que nous avons besoin des capitaux, il est important pour nous d'exercer notre diplomatie comme un ministère de développement. Je voudrais dire... Comment il faut le faire? Parfait. Votre question est pertinente et elle vaut la peine. Comment faut-il le faire? Il faut savoir ce que l'on désire réaliser. À partir du moment où vous savez ce que vous désirez réaliser, bien définir les objectifs. Vous avez défini vos objectifs, vous commencez à faire ce qu'on appelle le casting économique. Avec qui je voudrais travailler? Vous choisissez les pays prioritaires en fonction de ce que vous désirez avoir chez eux. Ça peut être le savoir-faire, mais ça peut être aussi les capitaux. En ce moment-là, vous positionnez les meilleurs de vos diplomates fonction du profil des effets que vous désirez avoir sur le pays où vous les envoyez. Ce n'est pas un jeu du hasard. À ce moment-là, les missions sont claires, le diplomate qui est en poste sait exactement ce qu'il fait dans ce pays-là. En réalité, pour un pays, n'importe lequel, l'objectif c'est d'assurer les intérêts économiques du sien. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on vous parle de la diplomatie marocaine en Côte d'Ivoire, qui est très active en ce moment, c'est la possibilité de pouvoir amener les opérateurs économiques marocains en Côte d'Ivoire pour saisir les opportunités ivoiriennes. Et là-dessus, le premier des diplomates, c'est le chef de l'État lui-même. Et je pense simplement que la République démocratique du Congo devrait arrêter avec la diplomatie de façade, de routine, et être en mesure de se doter d'une diplomatie qui va à la recherche du développement du pays. Nous avons énormément de potentiel ici qui n'est toujours pas exploité, et nous avons des gens qui meurent de malaria et des maladies évitables. Donc il est important pour nous que, fort de notre propre plan de développement, nous soyons en mesure d'aller chercher de manière effective et courageuse les différents partenariats avec lesquels nous désirons développer ce pays. Et pour le faire, il n'y a pas un autre Avec quel type de partenaire? Parce que c'est aussi là une autre question. Avec quel partenaire œuvrer dans cette diplomatie congolaise? Le déficit congolais, aujourd'hui, est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le savoir-faire. Nous ne l'avons pas. Parce que pendant des années, nous n'avons pas investi dans la recherche. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas quand même un savoir-faire en RDC, il y a quand même des personnes compétentes. Je vais vous donner un exemple simple. Même la Chine, pour faire ses installations de production hydroélectrique sur les trois gorges, ont eu à faire recours au savoir-faire allemand, au savoir-faire français, au ciment européen. Pourtant, on a tendance à penser que la Chine est un pays développé. Alors, à plus forte raison, un pays comme le nôtre, comme beaucoup d'autres pays africains, nous ne détenons pas le savoir-faire. Le grand savoir-faire, il est chez ceux qui ont l'argent et qui ont eu le temps des années durant à investir dans la recherche. Aujourd'hui, si nous désirons faire quoi que ce soit, les technologies que nous utilisons ne sont pas à nous. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Al Kitenge? Pour l'instant, la première des choses, c'est de créer des couloirs d'acheminement des technologies dans notre pays, secteur par secteur, en commençant par le secteur de l'énergie. Deuxième, et ça nous manque de manière assez cruelle, c'est l'accès aux capitaux.
Aujourd'hui, tout le monde sait très bien que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international n'ont pas suffisamment d'argent pour alimenter notre développement. Aujourd'hui, il y a encore quelques couloirs d'approvisionnement des capitaux. Le premier couloir, c'est la Chine. Le deuxième couloir... Mais que font tous ces partenaires qui sont présents en RDC? Puisque vous parlez de la Banque mondiale, vous parlez de la Banque africaine de développement... Madame, retenez une ces fois pour partenaires toutes, sont là. retenez une fois pour toutes que Et les différents partenaires aussi qui sont ici pour leur agenda direct. Nous, si nous désirons alimenter notre agenda, c'est à nous d'aller vers ceux qui sont censés être utiles. Et vous pensez que cela n'est pas fait? Je vais vous dire d'abord que ceux qui sont ici pour leurs intérêts et pour des objectifs et des agendas qui sont les leurs. Mais De Gaulle disait... Les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Donc c'est réciproque. C'est pour ça que justement, nous, à contrario, ce que nous devons faire, c'est que chaque fois que nous envoyons des gens en poste, nous devons avoir des missions très précises. Nous devons savoir ce que nous recherchons dans ces pays. Parce que ceux qui sont venus chez nous, effectivement, ne sont pas venus pour nos beaux yeux, ils sont venus pour des objectifs très précis. Et ils arrivent à atteindre leurs objectifs et on ne peut pas les plaindre pour autant. Maintenant, nous, dans notre cadre diplomatique, notre recherche doit être une recherche très précise par rapport aux objectifs qui sont les nôtres. Et les objectifs qui sont les nôtres, c'est l'accélération du développement et l'intégration de capital humain dans une chaîne de valorisation importante. Je voudrais parler du savoir-faire. Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait la force des grands pays, c'est la qualité du capital humain. Et notre pays n'a pas les meilleures universités du monde. Ça veut dire qu'en fait, nous devrions avoir une stratégie pour être en mesure d'envoyer le maximum de nos enfants dans les meilleures universités du monde pour que, à échéance, quand ils commencent à revenir ici, ils rapatrient le savoir. Mais cela se fait déjà. La Chine l'a fait de manière très agressive et 30-40 ans plus tard, on voit la Chine aujourd'hui se relever en disant nous avons notre propre savoir-faire parce qu'ils ont réussi à copier le savoir-faire du monde entier. Le Japon l'a fait, l'Inde l'a fait, aujourd'hui l'Inde est même passée au devant de tout le monde en matière d'informatique, ça n'a pas toujours été ainsi. Et je pense simplement que, fonction de nos besoins, nous devons être en mesure d'envoyer nos enfants là où il y a le meilleur savoir-faire. Deuxième chose, et je voudrais répéter ça, nous devons être en mesure d'attirer ici les capitaux frais qui doivent venir dans les différents investissements. Deux manières de le faire. En capitaux propres, et nous ne les avons pas, nous ferons toujours des petites choses, c'est aussi en capitaux privés, étrangers, qui viennent ici, non pas parce que simplement ils viennent dans leur programme, ils viennent dans notre programme. Parce que, en même temps qu'eux, ils font de l'argent, nous devons être en mesure d'engendrer les effets économiques et financiers que nous voulons avoir. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire qu'en fait, lorsque nous désignons des diplomates qui vont en poste, nous devons être en mesure de les briefer en fonction des missions spécifiques, pays par pays. J'aimerais revenir sur le côté éducation des enfants qui vont à l'étranger pour étudier. Aujourd'hui, la plupart des étudiants de la RDC se retrouvent dans des universités, des grandes universités à l'extérieur. Comment dites-vous qu'il n'y a pas de coopération dans ce domaine-là? Il y a beaucoup de bourses des enfants qui vont à l'étranger. Le fait est que la plupart des jeunes gens qui se retrouvent à l'étranger sont soit issus de familles riches, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas nécessairement les meilleurs d'entre nous, ou alors c'est des enfants qui sont d'un certain potentiel, qui sont repérés par les pays qui leur donnent des bourses pour les attirer chez eux. Et la question qu'on devrait se poser... Il y a eu un programme avec le ministère de l'Enseignement l'année passée. Laissez-moi terminer ma phrase. Oui. Il faut se poser la question de savoir pourquoi un pays comme les États-Unis, la France et d'autres pays donnent des bourses à des étudiants congolais pour étudier chez eux. Pourquoi? Pour une simple raison. Ils veulent avoir des ambassadeurs dans notre système. Ils veulent avoir des gens par qui leur influence peut passer. Et c'est logique. Maintenant, nous, en tant que pays, si nous désirons envoyer des gens qui nous seront reconnaissants, qui seront reconnaissants à la nation, nous finançons leurs études. Et ces étudiants partent à travers le monde pour aller cueillir le savoir-faire et le ramener ici. Vous savez, lorsque vous avez été financé par votre oncle, même si vous êtes le fils de votre père, vous restez redevable vis-à-vis de votre oncle et il a de l'influence sur vous. De la même manière, lorsque un pays comme la Tunisie investit énormément d'argent dans les Tunisiens qui vont à l'extérieur, ces gens finissent par rentrer, travailler chez eux et développer leur pays. Et on a exactement le même problème avec le Sénégal, qui envoie énormément d'enfants à l'extérieur et dans les institutions internationales. Et allez regarder dans l'influence de la diaspora dans leur pays, le Sénégal est parmi les modèles. Et quels sont les axes prioritaires par lesquels notre diplomatie devrait passer pour un développement socio-économique dans notre pays? Chaque fois que j'ai l'opportunité de le dire, je le dis de manière assez claire, ce pays ne doit pas faire une croissance économique, il doit faire un bond économique. On a 15 ans pour bondir. Pour être en mesure de bondir en 15 ans, 3 axes. Le premier, c'est l'axe du capital humain. Le deuxième... 15 ans, vous voulez commencer aujourd'hui, là? Si j'avais la décision, je dirais oui. Je dis il faut 15 ans pour arriver à atteindre une masse critique. Un, le capital humain dans ces deux volets, la santé
et l'éducation. 3, les infrastructures. La première des infrastructures, la première des catégories d'infrastructures, les infrastructures de production d'énergie. Dieu nous a dotés d'un potentiel incroyable. Nous avons 106 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique au Congo. Mis ensemble, développés et distribués, c'est près de 75 milliards de dollars par année que nous devrions être en mesure d'avoir dans ce pays. Et je pense que le premier axe, celui sur lequel nous devrions mettre notre énergie, aussi bien dans le savoir-faire que dans les capitaux, ça devrait être l'hydroénergie. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être au centre d'une géopolitique extrêmement importante. Il est démontré de manière assez claire que si nous développons notre système hydroélectrique, nous allons être en mesure d'avoir une influence énorme sur toute l'étendue du continent. Non, du continent. Et nous allons avoir une influence géopolitique, y compris dans le monde entier. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Toute notre diplomatie devrait être en mesure d'être taillée en fonction de avec qui nous allons faire ce développement. Et à partir de ce moment-là, il devient possible de pouvoir regarder les autres aspects, dont l'aspect de la sécurité. Et le deuxième élément? J'ai donné les deux. J'ai dit le premier élément, c'est le capital humain. Ouais. Et dans ces deux volets, la santé et l'éducation. Le deuxième élément, c'est les infrastructures. Et la première des catégories d'infrastructures qui nous donne une position géoéconomique extrêmement importante, c'est l'hydroénergie. Et quels sont, M. Al-Kitenge, selon vous, les principes essentiels d'une bonne politique extérieure? Parce que nous devons quand même redorer l'image de la RDC sur le plan international, qui a été longtemps terni par tout ce que nous connaissons comme crise en RDC. Le mot ambassadeur le dit de manière assez claire. Quand on dit un ambassadeur, ça veut dire le représentant de, le visage de, l'image de base de. Ça veut dire qu'en fait, en matière de sélection des diplomates que nous envoyons à l'étranger, nous devons envoyer les meilleurs de nos enfants. Des gens qui sont formés et qui savent pourquoi ils vont là-bas. Des gens loyaux. Mais il y a des bons fonctionnaires au ministère des Affaires étrangères. Il y a deux catégories de diplomates. Il y a des diplomates de carrière, c'est ceux dont vous avez parlé tout à l'heure, ceux qui tiennent l'administration et qui tiennent les différents services. Il y a le côté renseignement aussi. Mais bien sûr, il y a les spécialistes du renseignement, et du renseignement, ça peut être le renseignement général, mais également le renseignement politique et le renseignement économique. Mais il y a surtout les techniciens, des gens que l'on envoie à un endroit précis pour une raison précise. Lorsque vous envoyez un diplomate en poste pour, supposons, de l'espionnage économique, il faudrait bien qu'il ait les compétences nécessaires pour la mission pour laquelle vous l'envoyez là-bas. Quel type de compétences, par exemple? Parlons pour un ambassadeur. Il y en a plusieurs. Je donne un petit exemple. Si vous envoyez un ambassadeur en Chine, il est très bon qu'il soit du type financier, soit du type technique. Pourquoi? Parce que c'est ça les deux axes. C'est ça le profil qu'il faut pour un ambassadeur en Chine. En Chine. Si pourquoi la Chine? Je vais donner un autre exemple. Si vous voulez envoyer un ambassadeur en Inde, vous savez que l'Inde, c'est le meilleur pays en matière d'informatique, envoyez quelqu'un qui peut être à mesure, technicien, quelqu'un capable avec son équipe de pouvoir puiser le meilleur du monde en matière d'informatique en Chine, en Inde plutôt, pour être à mesure de le ramener ici. Et lorsque vous en envoyez un dans un pays à vocation plutôt industrielle, vous savez aussi ce qu'il faut faire lorsque vous envoyez un pays dans un pays à vocation plutôt hautement politique, vous savez aussi que c'est un fin politicien qu'il faut envoyer là-bas. Le drame de certains pays africains, la République démocratique du Congo ne déroge pas, c'est que quand vous allez regarder qui nous envoyons dans les postes diplomatiques, ils ont tous les mêmes noms. Ils ont des noms qui ressemblent aux gens qui sont en poste en politique dans les différents gouvernements et dans les différents parlements. On perd l'intérêt de la nation, on perd l'intérêt général pour malheureusement caser dans le cadre de la lutte contre le chômage les pauvres membres de la famille. Et ça, c'est une faute grave. Parce que, très malheureusement, si nous envoyons les pires d'entre nous en poste, les gens ne regardent le pays que comme le pays de ces gens qui sont médiocres, parce que c'est la seule face qu'on leur donne. Il faut savoir qu'il y a une responsabilité dans le choix des diplomates que nous envoyons à l'étranger. Et l'autre faute que la République démocratique du Congo commet, c'est de clochardiser les diplomates. C'est-à-dire? Ce n'est pas acceptable d'envoyer des gens en poste et de ne pas leur donner les moyens de briller. Parce qu'ils peuvent être bons, mais s'ils n'ont pas les moyens pour travailler, du coup, leurs loyers ne sont pas payés, leurs sièges sont très sales et les services n'y sont pas. Et à la limite, c'est la première image, le premier visage de notre pays à l'étranger. Et je pense simplement qu'il vaut mieux avoir une diplomatie faiblement représentée, mais qualitativement représentée. Très bien, Monsieur Al-Kitenge, nous allons poursuivre notre entretien. Comment qualifiez-vous aujourd'hui? Vous avez peint un tableau plus ou moins noir de la diplomatie congolaise RDC. Comment la qualifiez-vous aujourd'hui avec
le fil des années et tous ces événements qui s'en suivent aujourd'hui, s'il faut qualifier notre diplomatie? Elle n'a pas fait l'objet d'une priorité dans les choix politiques du pays, pour une simple raison. Nous avons une tare que nous subissons de la part déjà des diplomates que le président Mobutu a abandonné en poste. Nous avons encore jusqu'aujourd'hui des tas de personnes avec des familles qui attendent d'être rapatriées, qui sont en poste parce que simplement ne peuvent pas revenir ici. Et jusqu'aujourd'hui, le renouvellement du personnel en poste diplomatique. Mais l'année passée, le ministère des Affaires étrangères a quand même commencé pour un certain nombre de pays. Il y a eu beaucoup de diplomates qui ont été rapatriés tout et à fait d'autres qui ont été RDC. remplacés. Ouais. Maintenant, ce que j'étais en train de dire ici, et ça reste clair et ça reste la définition de base, c'est que lorsque vous commencez à désigner des nouveaux diplomates, il faut les désigner en fonction des objectifs à atteindre. Et aujourd'hui, il n'est pas assez évident que nous ayons une vision assez claire sur ce qu'il y a. Dernière chose, madame, il faudra la mettre en tête. Lorsque vous envoyez des gens en poste diplomatique, il doit avoir les moyens pour être en mesure de travailler. 2, il doit avoir des instructions très claires et très précises. Et un pays doit avoir ce qu'on appelle la visibilité. Allez regarder sur le site du ministère des Affaires étrangères et allez regarder dans les sites des différentes ambassades du Congo à l'étranger, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de cohérence. Je donne des éléments simples. Aujourd'hui, lorsque vous envoyez une invitation à un partenaire d'affaires au Maroc ou au Sénégal ou n'importe où... Vous parlez beaucoup du Maroc, hein? Oui, c'est un pays qui nous donne des leçons en Afrique, il faut le reconnaître de manière assez claire. Lorsque vous envoyez une invitation à un homme d'affaires au Maroc ou au Sénégal ou n'importe quel autre pays en Afrique pour qu'il vienne ici, le processus d'octroi de visa est catastrophiquement mal organisé. La personne reçoit l'invitation, se présente à l'ambassade. L'ambassade doit s'adresser à la République démocratique du Congo, ça veut dire à l'administration ici, avant d'avoir des autorisations pour être en mesure de redonner le visa de l'autre côté. Vous savez comment ça se passe dans tous les pays du monde? Où que vous soyez assis, vous soumettez votre demande par Internet. Dans les 24 heures, vous avez une réponse positive ou négative. Vous savez, lorsque vous regardez la motivation principale de cette situation, c'est simplement que les gens qui sont assis à Kinshasa veulent avoir le contrôle sur l'argent. Point full stop. Donc, à un moment donné, ça pose toute la question, et vous l'avez suivi avec les différentes grèves qu'il y a eu au ministère des Affaires étrangères. C'est pas Kinshasa, nous avons une maison Schengen ici à Kinshasa. Je parle de notre ambassade, de nos ambassades à l'étranger, et donc qui sont en fait en réalité des extensions de notre service du ministère des Affaires étrangères. Vous avez suivi très récemment ici les différentes grèves successives au ministère des Affaires étrangères liées au simple fait de la répartition d'un certain nombre de revenus qui en fait en réalité ne sont même pas des revenus de l'administration. Mais en fait nous en sommes encore là, à la situation de la pauvreté où les gens se débrouillent pour essayer de régler leurs problèmes personnels. Et très malheureusement, dans cet élan, nous détruisons de manière tout à fait significative l'image de marque de la République à l'extérieur. Il est important que nous dépassions les éléments de survie pour que les gens commencent à vivre et qu'ils commencent à prospérer, y compris dans leurs pensées, dans leur façon de pouvoir envisager la République et de se dire, au-delà de moi, il y a celui qui m'a envoyé ici, ça veut dire tout un peuple, ça veut dire tout un pays. Vous pensez qu'il n'y a pas ce côté intérêt avec les États? Faites votre propre expérience dans les différentes ambassades à l'extérieur, vous allez vous rendre compte qu'il y a un très sérieux problème. Je pense simplement d'ailleurs que la difficulté que nous avons à savoir combien de Congolais nous avons à l'étranger, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur profil. Nous avons un ministère, un vice-ministère des Congolais de l'étranger, donc je pense que ces questions sont traitées. Je voudrais revenir à ce que je vous disais dès le départ, madame. Je dis, si nous avons 2 défis dans notre pays, le premier défi, c'est le capital humain, dans sa composante éducation et dans sa composante santé. Et le deuxième défi, c'est celui des infrastructures. Je voudrais revenir sur le capital humain. Tous les pays du monde font ce qu'on appelle le registre des hauts potentiels. Ça veut dire où sont nos meilleurs enfants, qu'est-ce qu'ils font dans le monde. Pourquoi? Parce que, c'est l'autre type d'ambassade que nous avons, l'autre type d'ambassadeurs que nous avons. Deuxième, on y fait recours pour être en mesure de les utiliser. La République n'a même pas la capacité d'établir le mapping de ses propres enfants. Ça pose un véritable problème. Deuxième chose, allez dans les différentes ambassades. Regardez l'intérêt général que ces ambassades propulsent vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Il y a un vrai problème. Et aujourd'hui, lorsque vous dites « je suis Congolais de la République démocratique du Congo », on vous regarde comme quelqu'un qui sort d'une brousse parce que l'image de marque de notre pays est très faible. Et je pense que c'est le travail des ambassades d'être en mesure de travailler sur l'image de marque des pays.
Et je pense simplement qu'il y a une question de la personne et de la personnalité, mais également de la redevabilité. Lorsqu'on vous donne des objectifs, ils sont quantifiables, à un moment donné, on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait et combien ça vaut. Et chez nous, je pense simplement que les postes sont malheureusement octroyés aux gens un peu comme des cadeaux. Alors quand les gens partent, ils se disent qu'ils sont partis et ils vont se reposer, ils vont en profiter. Et je pense qu'il n'y a pas un sens du devoir vis-à-vis de la République. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement que nous avons, est-ce qu'il est possible de parler de notre diplomatie comme instrument de développement socio-économique? On devrait en parler comme un véritable instrument du développement et du rayonnement de la République. Des pistes de solutions pour le développement de tous les axes économiques et financiers qui ont un impact social. Il se fait malheureusement que nous sommes dans une période largement politisée et politique au point qu'on en oublie l'essentiel. Les questions économiques sont vues comme étant des questions secondaires alors qu'elles précèdent le social qui est en fait l'essence même de la gestion politique. Monsieur Al-Kitenge, nous allons poursuivre notre entretien. Nous parlons des ambassades à visée stratégique, des ambassades à visée économique ou encore de coopération bilatérale. Dites-nous concrètement, quels sont les pays pour lesquels on devrait envoyer des ambassadeurs stratégiques à visée économique et encore pour une coopération bilatérale? Regardez très bien nos échanges commerciaux. Quel est le pays avec lequel nous avons le plus d'échanges commerciaux? C'est la Chine. Quel est le pays avec lequel nous avons le plus d'échanges financiers? C'est la Chine. Ça veut dire le meilleur de nos ambassadeurs, le plus stratégique de nos ambassadeurs devrait aller en Chine. Okay. Deuxième, quel est le pays qui a le plus d'influence géopolitique sur nous, qui peut nous déstabiliser ou nous stabiliser? C'est lequel? C'est les États-Unis. Et les États-Unis, par le biais d'un certain nombre de pays, dont la France et la Belgique, qui sont en fait des organes d'action. Tout à fait. Sur ces trois piliers, nous devrions avoir les meilleurs, les plus fins de nos politiciens, parce que les défis sont géopolitiques. Il y a un pays que les gens ne regardent pas beaucoup, mais il est très simple. Regardez, 90% des véhicules qui roulent en République démocratique du Congo, ils sont japonais. Tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, le Japon devrait être un axe sur lequel nous avons une visée très particulière sur cette question de la mobilité. Après, il y a les pays qui donnent les meilleurs modèles économiques et sociaux. C'est tous ces pays scandinaves dont j'ai parlé. Même l'Europe s'en inspire. Après, il y a l'Afrique. Quels sont les pays les plus dynamiques qui avancent vite? Il y a bien entendu le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui sont les deux plus grandes économies. Nous devrions être stratégiquement là-dessus. Mais il y a le Maroc, qui aujourd'hui a un impact extrêmement important. Encore une fois, on revient sur le Maroc. Il faut le citer parce que ce pays aujourd'hui est extrêmement agressif. C'est dans le tempérament du roi, mais c'est aussi dans sa vision de détente économique de son pays. Et quel type de politique pour l'ambassadeur, le représentant diplomatique qui représente la RDC là-bas? Quelle politique? Il faut regarder toujours qu'est-ce que ces gens sont capables de faire. Aujourd'hui, quand vous regardez dans la diplomatie économique du Maroc, pour en parler encore, ils vendent les travaux publics. Aujourd'hui, ils gagnent énormément de marché et ils ont énormément d'investissements dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, lorsque nous regardons ce pays, nous devons savoir exactement qu'est-ce que nous allons chercher dedans. Et c'est en regardant ces différentes spécificités des pays qu'on a le profil du type de partenariat que nous sommes censés avoir et même le profil des personnes qui sont censées aller dans ces différents pays. Et je pense simplement que si on ne se pose pas les questions de cette manière, on va directement dans le casting, on amènera les meilleurs amis aux meilleurs postes les plus rentables pour eux en tant qu'individus et la République restera en reste. Et quel type de politique pour les États-Unis ? Selon vous, quelle est la politique extérieure que la RDC doit mener pour des pays comme les États-Unis, la France et autres? Je vais prendre les États-Unis. C'est un pays qui aujourd'hui est en train de perdre son leadership mondial. Et donc il désire le consolider d'une certaine manière parce qu'il en a les atouts. En fait, il cherche des alliés. Et les alliés sont à deux niveaux. Le premier niveau, il est économique, les intérêts. Et le deuxième niveau, il est géopolitique. Il est important que nous ayons notre stratégie, notre desk spécial pour les États-Unis, pour être en mesure de savoir que nous ne laissons pas venir chercher les opportunités chez nous, nous leur apportons les opportunités qui les intéressent de la manière qui nous intéresse. C'est comme on dit tout le temps, si vous n'avez pas votre propre plan, vous allez vous retrouver dans le plan de l'adversaire. La Chine a un plan pour la RDC. Est-ce que la RDC a un plan pour la Chine? Regardez aujourd'hui, nous avons jusque dans le petit commerce un envahissement des Chinois. Mais pour eux, ils résolvent un problème de population et d'occupation. Mais qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis de la Chine?
Si nous pouvions ne serait-ce que vendre les fruits en Chine, nous aurions ici une grande industrie de production de fruits. Ils sont 1,350 milliard de personnes. C'est un potentiel extrêmement important pour n'importe quel producteur. Et ici, nous avons du potentiel pour être en mesure de produire. Seulement, il faut faire certifier la qualité ici par rapport aux standards chinois, être en mesure de leur vendre des choses. Aujourd'hui, pourquoi les États-Unis... Mais nous avons déjà une bonne coopération avec la Chine. Regardez dans les échanges commerciaux, nous, tout ce que nous leur envoyons, c'est des minéraux à l'état brut, et eux, ils nous envoient des produits manufacturés, et donc nous payons les salaires chez eux. Nous payons les taxes chez eux. Et donc, il est important de pouvoir se dire, OK, j'ai un partenaire qui a un agenda pour moi, mais quel est mon agenda vis-à-vis de partenaire? Il faut, en tant que pays, qu'on arrête de subir. Il faudrait qu'on choisisse. Et je pense simplement qu'une bonne manière de le faire, c'est... Mais quand on est faible, ne pensez-vous pas qu'on ne peut que continuer à subir? La faiblesse est surtout mentale et psychologique. Et la faiblesse est surtout scientifique. Je pense que nous avons ici des universités qui enseignent la diplomatie, des universités qui enseignent ce qu'on appelle les relations internationales. Ouais. Je pense que lorsque nous désirons définir nos orientations stratégiques en matière de diplomatie, il faut s'y référer aux scientifiques. Ils donneront aux politiciens les matières nécessaires pour être en mesure d'en discuter. L'autre chose que vous faites de bien, c'est d'en parler sur la place publique. Ce qu'il faudra faire, c'est d'organiser des grands forums sur des questions de diplomatie. En ce moment-là, on décloisonne le ministre. Ce n'est pas à sa discrétion qu'il fait ce qu'il a envie de faire. Il y avait l'Académie diplomatique au ministère des Affaires étrangères qui n'existe plus. Cette coopération est rompue. Je voudrais encore une fois vous remettre dans le fait qu'il ne faut pas qu'on reste dans les corporations. La science, elle est universelle. Et il est important de remettre la réflexion au niveau des scientifiques et faire interagir les universités dans les choix stratégiques du pays. Et il est important que les questions qui concernent le pays, on en parle sur la place publique. Merci. Et parlons un peu de la République sud-africaine. Quel type de coopération faudrait-il avoir avec... récemment, on a eu des événements... comment on appelle ça, de xénophobie, oui, merci. De toute honte, bien entendu. Tout à fait. Mais la RDC a réagi. Mais c'est très regrettable pour un pays comme celui-là. Mais je vais vous dire pourquoi. Ces gens sont devenus xénophobes. Ils sont frappés par la pauvreté. Leur pauvreté est liée au fait de manque d'énergie électrique. Vous savez de qui ils attendent l'énergie électrique? De nous. De la RDC. De la RDC. C'est pour ça qu'ils sont intervenus à Sun City pour essayer de nous calmer, pour que nous revenions au travail et qu'on soit en mesure, avec les différents accords que nous avons signés, quelle devait être notre position vis-à-vis de... Produire de l'énergie et leur vendre. Parce que, figurez-vous, quand même pour Inga 3, ils sont acheteurs de 2/3 de la production à l'avance. Et donc ces gens, ils nous en veulent en réalité. S'ils sont dans la situation de difficulté économique dans laquelle ils sont, nous en sommes en partie responsables à cause de notre turpitude. Et là-dessus, je peux comprendre leur colère. Quand un enfant est frappé par le manque d'espoir, il peut devenir violent. Je peux expliquer ça comme ça. Je ne crois pas que le peuple sud-africain est un peuple bête. Il est frappé par des contraintes réelles de pauvreté. Et quand les gens sont dans un état extrême de pauvreté, ils peuvent devenir méchants. D'ailleurs, on n'a qu'à le regarder dans un pays comme le nôtre, les Kuluna. Ce n'est pas parce qu'ils choisissent d'être Kuluna. Ils en sont là-bas parce que leur vie n'a plus d'espoir, n'a plus de sens. Et pour revenir maintenant à l'Afrique du Sud, notre axe de coopération, c'est l'axe de développement des couloirs stratégiques transfrontaliers. C'est l'énergie, c'est les infrastructures de transport, et il est important que nous sachions reconnaître le fait que l'Afrique du Sud est soit la première, soit la deuxième économie du continent. Et donc l'Afrique du Sud a un certain nombre de modèles économiques que nous pourrons... Le Nigeria maintient encore la première place. Ils se battent, et chacun ses chiffres. Et moi je dis encore une fois, les deux économies sont des grandes économies, et c'est une très très bonne chose. Et lorsque nous avons un regard à poser sur l'Afrique du Sud, c'est de dire, c'est un acheteur de notre énergie. Notre développement diplomatique devrait être dans la capacité à pouvoir rapidement matérialiser les grands projets que nous avons avec l'Afrique du Sud, parce que tous les projets que nous avons avec l'Afrique du Sud touchent la Zambie, touchent le Zimbabwe, touchent le Botswana et tous les pays qui sont dans la région. Et donc pour nous, l'Afrique du Sud est une opportunité. Moi, je suis toujours malheureux de constater que l'Afrique du Sud est un pays semi-désertique, mais il y a plus de pommes qui viennent d'Afrique du Sud ici qu'il n'y a des oranges qui partent d'ici vers l'Afrique du Sud. Et pour moi, l'Afrique du Sud est une autre opportunité pour l'agriculture. Nous avons à Bukangalozo des cultivateurs et des experts sud-africains qui travaillent avec nous. Nous devrions en amener ici davantage, mais non seulement à Bukangalozo, dans plusieurs autres secteurs. Et moi, je pense simplement que l'Afrique du Sud, comme toutes les grandes économies du continent, devrait être des partenaires stratégiques pour nous. Mais encore une fois, en ayant un desk spécial pour ces pays, en sachant exactement qu'est-ce que nous attendons de ces pays. Et pas juste de la diplomatie de façade, de la diplomatie du plaisir. Monsieur Al-Kitenge, on arrive déjà à la fin de notre entretien, mais on ne peut pas parler de politique extérieure sans parler de notre politique intérieure, parce que les deux vont ensemble. De pair.
Vous êtes analyste économique. Quelle analyse faites-vous de notre politique intérieure ici en RDC? Notre politique intérieure est une machine à perdre. Je le dis de manière assez claire parce que tout le monde sait très bien que l'argent a horreur du bruit des bottes. Et à partir du moment où on a une instabilité, on est dans un pays qui a 72 groupes armés, nous sommes le pays dont on dit à l'extérieur que notre plus grande spécialité c'est de violer les femmes, et donc vous vous rendez bien compte que malheureusement l'image positive que nous aurions dû envoyer n'y est pas, et du coup la capacité à attirer les meilleurs des opérateurs économiques ici est très faible. La conséquence c'est que nous avons une grande partie d'aventuriers, des petits opérateurs qui viennent ici pour des coups et ils repartent. Regardez un petit peu l'impact aujourd'hui du code minier. C'est un fiasco total, il faut le reconnaître. Mais c'est lié à la nature des intervenants miniers qui arrivent. Des gens qui arrivent, qui sécurisent un certain nombre de carrés et qui les revendent aussi vite qu'ils en ont le potentiel et la possibilité. Il n'y a pas des gens qui viennent ici, qui viennent se marier avec le pays, qui veulent y rester. Et moi, je pense que l'une des choses que nous devons faire assez rapidement, c'est de nous calmer et de calmer nos ardeurs pour être en mesure de donner une image positive. Deuxième chose, il est important que nous donnions des raisons aux gens de venir rester et s'investir dans notre pays. Une des choses qu'il faut faire, c'est la double nationalité. Vous savez, quelqu'un qui vient ici, qui reste 20-30 ans, et qui sait qu'à n'importe quel moment, on peut le chasser, on peut le faire partir, il commence à agir en mercenaire. Chaque fois qu'il réalise des bénéfices, il les exporte. Mais s'il considérait ce pays comme étant son pays, il laisserait l'argent ici. La plus grosse difficulté que nous avons ici, les difficultés que nous avons dans la balance commerciale, c'est le fait que tous les grands opérateurs économiques qui sont ici, sont des étrangers. Ils sont non seulement étrangers, ils ont leur siège à l'étranger. En grande partie, ils sont fiscalement enregistrés à l'étranger. Et quand ils ne peuvent pas l'être dans des pays ordinaires, ils sont dans des îles Vierges britanniques ou dans d'autres paradis fiscaux. Et donc, nous devons être une terre d'accueil. Nous devons être une terre qui donne l'espoir et une terre qui domestique les enfants qui viennent de partout ailleurs. La plus grande force des États-Unis, c'est ce qu'ils appellent la diversité. Chaque année, ils importent 400 000 personnes aux États-Unis, chaque année. Mais ce n'est pas pour des raisons d'amour, c'est pour des raisons de besoin. Ils ont besoin d'une diversité culturelle, mais ils ont surtout besoin d'une diversité génétique. Un peuple qui reste en vase clos finit par périr par définition. Et les États-Unis l'ont compris. Pourquoi pouvons-nous être un terrain de 2 300 000, 45 000 km² et avoir 80 millions de personnes? Nous pouvons avoir 3 fois plus de personnes ici dans ce pays. Et pourquoi nous n'ouvrons pas nos frontières pour être en mesure d'attirer les meilleurs d'entre les enfants du monde entier pour être en mesure de fonctionner ici? Laissez-moi vous donner deux éléments majeurs. Nous avons seulement 16 à 17 000 médecins actifs sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de 7 fois plus que ça pour être en mesure d'assurer... Ils sont ailleurs. Et même si nous rapatrions les nôtres ici, le registre de l'État est à 22 000 pour l'instant. Ça veut dire qu'en fait, nous n'avons jamais formé assez de médecins. Donc pour nous, si nous désirons avoir une politique de santé, nous devons absolument faire venir des médecins d'ailleurs. Et il y en a beaucoup en Inde, il y en a beaucoup dans d'autres pays. Deuxième chose, regardez les enseignants. Si vous regardez les enseignants qu'il y a au pays, on les prend tous ensemble, ils ne sont pas suffisants pour assurer l'enseignement pour tous. Et d'ailleurs, ce pays, à l'époque, a eu à faire recours à des enseignants africains d'un certain nombre de pays pour être en mesure d'assurer un minimum de niveau. Et si nous désirons mettre l'agenda de l'éducation en priorité, l'une des choses que nous devons faire en mesure dans ce pays, et très rapidement, c'est de faire venir des enseignants d'un certain nombre de pays. Et il n'y a pas de honte à le faire. Le monde entier le fait. Les grands professeurs des grandes universités, allez regarder, ils viennent de tous les pays du monde. À l'époque, il y avait des Haïtiens ici. C'est de ça que je voulais parler, je ne voulais pas les citer, mais c'est exact. Et nous avions des professeurs polonais en Polytechnique. Et simplement parce que c'est ça la réalité, elle est aussi dure que ça. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de 15 ans pour bondir, pour être en mesure d'aligner notre capital humain en santé et en éducation, et être en mesure de nous doter d'infrastructures. Encore une fois, ça c'est des grands axes de coopération technique avec des pays qui ont les moyens de pouvoir nous influencer positivement, des pays qui peuvent nous apporter quelque chose. En même temps que ces pays ont un agenda pour nous parce qu'ils veulent venir prendre des matières premières, nous devrions avoir un agenda pour aller prendre le savoir-faire et les capitaux, pour être en mesure de transformer notre pays, être en mesure de donner un héritage aux générations à venir, un pays où il fait beau vivre, un pays dont on peut être fier. Merci beaucoup, Monsieur Al Kitenge, d'avoir répondu à notre invitation.